Bonjour tout le monde, bienvenue ici. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo que je vous propose. Je souhaitais vous parler de la fameuse phrase que vous entendez souvent, que les naturopathes vous rabâchent en long, en large et en travers, devenir acteur de sa santé. Je voulais vous en parler en détail pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Je vais donc vous donner plein de pistes sur les grands axes majeurs. Cette vidéo risque d'être assez longue, donc je vous conseille de vous installer confortablement et de prendre peut-être de quoi boire ou d'être à l'aise, tout simplement. C'est parti. Voilà les grands chapitres que nous allons aborder. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer qui je suis, comme ça vous saurez à qui vous avez affaire. Nous allons voir un peu l'état des lieux actuel qui n'est pas très rose, mais bon, ma foi, il faut regarder les choses en face, hein. Je vais vous parler de naturopathie, forcément, pour faire le lien entre tout ça et vous proposer des solutions. Nous allons donc parler des grands axes, l'alimentation, l'état mental émotionnel, activer son corps, éliminer les éliminations qui sont capitales, soigner son sommeil et quelques autres pistes qui sont aussi très importantes selon moi. Et on finira donc par un petit mot de conclusion aussi, hein. Alors, qui suis-je? Je suis donc Valérie Heitz, je suis naturopathe holistique depuis fin 2023. J'ai été certifiée en février 2024 pour être précis. Auparavant, je travaillais dans la fonction publique, j'ai travaillé pendant pratiquement 20 ans et du coup, j'ai tout lâché pour prendre ce que je dis un virage à 180 degrés et me réorienter vers ce métier qui fait tellement beaucoup plus sens pour moi, qui me parle, je l'ai ça dans les tripes, c'est le métier de naturopathe. Donc, je vais pas vous expliquer ce que c'est exactement, vous verrez au fil de cette présentation, de mes propositions, vous allez mieux comprendre sur quoi s'axe le métier de naturopathie et ce qu'on peut vous proposer, hein. Donc rapidement, ma vision de mon activité future. Actuellement, je suis en train de me spécialiser sur la maladie de Lyme. Je compte aussi me spécialiser dans tout ce qui est cancer, ça m'intéresse beaucoup, et dans toutes les pathologies qu'on dit lourdes, hein, qui sont vraiment handicapantes pour les gens, parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi apporter des solutions qui peuvent améliorer le quotidien de toutes ces personnes qui souffrent de ces pathologies lourdes actuellement. Allez, on continue. Donc, comme je vous disais, j'aimerais d'abord faire un petit état des lieux pour que vous compreniez bien la situation actuelle et à laquelle on est arrivé. Ça peut paraître assez pessimiste, hein, je vais juste soulever tout ce qui est négatif partout, mais j'ai envie de dire qu'il faut prendre le taureau par les cornes, il faut pas se voiler la face, il faut regarder les choses en face. Si on sait à quoi on a affaire, on sait comment on peut réagir derrière et ce qu'on peut mettre en place. Donc en fait, quand vous regardez dans l'historique, dans l'histoire, c'est à peu près depuis les années 50 où on a une recrudescence assez importante de tout ce qui est cancer, maladies auto-immunes, troubles du comportement, hein, notamment chez les enfants, on entend ça de plus en plus. On a une croissance exponentielle des maladies dégénératives, neurodégénératives, hein, cancer, Alzheimer et pas cancer, qu'est-ce que je raconte? Alzheimer, Parkinson, voilà, les neurodégénératives, maladies chroniques aussi de plus en plus, hein, voilà, les intolérances, les allergies, j'en passe et des meilleures. Vous avez certainement entendu plein de noms de maladies très très intéressants qu'on entend de plus en plus. Donc en fait, on en est arrivé peu à peu à ce bilan-là. C'est un cumul d'événements, d'erreurs humaines, hein, on va pas se voiler la face, qui sont que, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, on a utilisé de façon de plus en plus importante, massive et complètement irraisonnée, hein, soyons honnêtes, les produits chimiques. On les a développés et puis ça a été une utilisation, pchit par ici, un petit peu d'épandage par là, ceci, cela, il y en avait partout et de plus en plus. Au début, je ne sais pas si on s'est voilé la face ou est-ce qu'on le savait effectivement pas, mais on pensait que ça n'avait pas d'incidence sur la santé. On pensait que c'était un progrès technologique incroyable, une solution qui allait résoudre tout. Et ben, finalement, au fil de l'eau, ça apporte beaucoup de dégâts, hein. En parallèle de ça, vous avez l'industrialisation que j'appelle galopante qui s'est développée. Bon, ça, c'est à partir des années 1800 hein, que ça commence à se développer, mais c'est pire en pire, hein. Enfin pire en pire. C'est de plus en plus important. Le développement, le progrès technologique, c'est vraiment une course effrénée à
À toujours proposer plus, faire consommer plus, travailler plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus et dans un sens, très avec une vision très industrielle de la chose, hein. Il y a plus rien d'humain dans tout ça. Tout ça, ça a lié en découle forcément une dégradation de l'environnement, avec pollution de l'air, de l'eau, de la terre. Ben, tout est touché, hein, on n'y échappe plus, hein. Ces produits chimiques, par ailleurs, on les retrouve vraiment dans une utilisation quotidienne, domestique, j'ai envie de dire, notamment dans l'entretien de la maison, les produits d'entretien, les produits d'hygiène, etc. Hein. Vous utilisez des produits chimiques tout le temps et partout. Ouais. Mais même moi, en tant que naturopathe, je n'y échappe pas. Hein. Et en parallèle de ça, évidemment, ces méthodes d'industrialisation qui ont été appliquées aussi à l'agriculture ont fait que notre mode d'alimentation a complètement été modifié. Les aliments de base sont déjà issus de l'industrie agricole, oui, industrielle, hein, les grands champs, les grands tracteurs et tout ça. Et en plus, derrière, on nous propose des produits de plus en plus transformés. On dit ultra transformés maintenant, tellement que ça n'a plus rien à voir avec le produit brut de base. Et les publicités nous vantent en plus les mérites de ces produits. Hein. Quand vous allez dans un supermarché, vous regardez autour de vous, mais vous n'avez pratiquement plus que ça, des produits industriels ultra transformés. Se rajoute à tout ça, ben, c'est un sujet polémique, que dire? Mais dans le temps, ce n'était pas le cas. Les vaccinations sont devenues obligatoires, il y en a de plus en plus. Les enfants actuellement reçoivent 11 11 vaccins, il me semble, les petits nourrissons, hein. Et je veux dire, dans le temps, personne n'était vacciné. Hein. Ça, on s'interroge. Hein. Je ne critique pas la vaccination, je mets juste des éléments en lien. Hein. Si jamais vous voulez en savoir plus, il existe assez de livres sur ce sujet, certains qui vous expliqueront pourquoi c'est quelque chose de fantastique, de merveilleux, qui nous sort des maladies, et d'autres qui ont un avis beaucoup plus critique sur la chose. Voilà. Je vous laisse faire vos recherches et vous faire votre propre avis sur ce sujet. Comme dit, c'est une pente très glissante quand on, quand on l'aborde, mais je le cite quand même, je me permets de le citer. Et enfin, dernier élément que je souhaite relever aussi, c'est ben, la pollution électromagnétique. Euh, c'est lié notamment ben, forcément à la téléphonie, au Wi-Fi, les antennes 5G, on veut passer toujours plus. Et en plus de ça, tous nos appareils électriques, les machines, hein, l'ordinateur, même la machine à café, le lave-vaisselle, le lave-linge, enfin toutes les machines dégagent un champ électromagnétique auquel les gens, il n'y a pas encore si longtemps que ça, quand on regarde au niveau de la frise historique, hein, c'était hier quand on y pense, nos corps n'y étaient pas soumis. En plus de tout ça, j'en rajoute encore une couche, hein, je suis désolée. C'est ce que j'abordais avant, il me semble que j'en ai parlé. Enfin, en tout cas, c'est la pression qu'on reçoit bah oui, de plus en plus vis-à-vis il faut être productif, il faut être rentable. On reçoit une pression là-dessus dans le monde du travail. Les liens sociaux aussi entre nous se sont complètement dégradés, hein, et notamment grâce justement aux réseaux qu'on dit sociaux. Hein, ça m'interpelle ce nom d'appeler ça des réseaux sociaux alors que finalement on ne se voit plus, on s'écarte de plus en plus les uns des autres. Et la télévision que personnellement je trouve complètement abrutissante. Hein. Les programmes qu'on vous propose, ils font peur, c'est complètement perché, ça vous fait rentrer dans une réalité complètement différente. Je pense que les parents d'ados comme moi voient exactement de quoi je parle, hein, et c'est constamment en train de vous maintenir stimulé, ça vous fait des shoots d'adrénaline, voilà, ça vous met de la pression, hein. Et en plus de tout cela, personnellement, je regarde très peu la télé, mais le peu qu'elle est allumée, les publicités me rendent dingue, dingue, dingue. Elles sont vraiment, mais abrutissantes au possible. C'est du lavage de cerveau. Tout ça, ça vous met dans un état niveau mental et émotionnel en surstimulation permanente. Donc, ce que je vous disais, c'est au niveau historique, si on regarde sur une frise historique, finalement, ces changements se concentrent dans une période de temps très, très court. Et en fait, notre corps n'a pas eu le temps de s'y adapter. On a pourtant une capacité d'adaptation
incroyable, mais ça fait beaucoup trop pour lui. En plus, ça vient vraiment de tous les côtés, hein. C'est l'alimentation, l'air, le champ électromagnétique, les stimulations mentales et tout actuellement est tellement constamment en mouvement, on a l'impression de marcher sur des stables mouvements. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est plus demain. On n'arrive plus à trouver un socle de stabilité, hein. Et tout simplement, quand on regarde nos corps, hein, si on regarde ça sur une échelle de plusieurs milliers d'années, le fonctionnement optimal se fait dans des conditions saines et naturelles qui sont, assez compliquées à trouver actuellement. Mais des solutions existent, hein, évidemment, hein. Je vous ai comme dit, j'ai soulevé tout ce qui était négatif, mais évidemment le but de cette vidéo, c'est de vous proposer, ben, toute une palette de solutions simples et accessibles qui vous sont accessibles. Alors tout d'abord, ben, la naturopathie justement, apporte, une solution à tous ces problèmes que j'ai soulevés puisque, en naturopathie, on apporte des conseils à la personne qui vont viser à, optimiser le fonctionnement du corps. Évidemment, ça s'appelle pas naturopathie pour rien parce que c'est des solutions, naturelles qu'on propose. Et donc le corps, s'il fonctionne de façon plus optimale, il sera évidemment capable de se régénérer correctement, ce qu'il est censé faire, mais aussi de s'adapter un minimum évidemment, c'est vrai que c'est tellement galopant que c'est compliqué pour tout le monde, hein, de toute façon actuellement. Il sera aussi capable, ben, de se défendre tout seul, face à une attaque extérieure, une attaque, hein, c'est voilà, il sera solide, il saura se défendre et donc, bah, s'il se régénère correctement, s'il sait se défendre, bah, il est capable de s'auto-guérir. Donc on va commencer par le premier pilier, qui est un des socles qui est ultra important, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est les briques de base qu'on apporte à son corps pour qu'il puisse se construire correctement, pour qu'il puisse se réparer, se régénérer. Le corps, tous les jours, d se j'ai envie de dire se détruit en partie, mais mon Dieu, vous imaginez pas que vous êtes en train de vous auto-détruire, reset, non, non. Hem, il se déconstruit forcément. Certaines cellules, certaines parties du corps sont déconstruites tous les jours, au quotidien, pour être régénérées justement. On enlève les vieilles briques et on en met des nouvelles à la place. C'est la régénération, c'est normal. Voilà. C'est évidemment un système qui, au fil de notre vie, ben, va ralentir un peu, ce qui explique le vieillissement et que finalement un jour arrive, le corps est tellement usé, ben, il peut plus nous contenir. C'est la fin, voilà. Mais en tout cas, quand on regarde sur une période de bah, la durée de vie actuelle, on l'estime à peu près 80 ans, sachant que, je trouve que les dernières années ne se font pas dans des conditions très, Heu, très intéressante, comment dire? C'est pas forcément agréable de finir, ces dernières années de vie dans des conditions physiques assez dégradées. Je Ça m'interpelle. Comment dire? Mais du coup, en principe, quand on regarde, ça fait quand même des dizaines et dizaines d'années où le corps est complètement capable de se déconstruire et de se reconstruire pour se régénérer en permanence et donc l'alimentation, c'est les briques de base. C'est ces petites briques qu'on apporte pour que quand c'est déconstruit, ça puisse être reconstruit avec un produit de qualité et donc il faut forcément avoir une alimentation de qualité. Alors ici, je voudrais d'abord vous parler de tout ce qu'il faut privilégier dans l'alimentation. Évidemment, les fruits et les légumes consommés en partie crus, on dit toujours de saison et bio. Faites ce que vous pouvez, il vaut mieux prendre des légumes qui sont pas bio que de pas en prendre du tout. Ça, c'est évident. Ça, c'est David Servan-Schreiber qui l'écrivait dans un de ses livres. C'est un grand médecin, je pense que vous le connaissez. Il a fait, des livres sur le cancer notamment. Donc voilà, fruits et légumes, crus en partie, parce qu'une fois que vous les chauffez, que vous les cuisez évidemment, ça va dénaturer le produit et vous détruisez une partie des vitamines et des minéraux qui sont dedans. Donc toujours du cru, ça dépend de votre système digestif, hein, et du cuit basse température. Des céréales, on va les préférer en version complète ou demi-complète pour la même raison, parce que, en version raffinée, l'enveloppe du tour a été polie et c'est dans l'enveloppe du tour
que se trouvent, tous les minéraux, les nutriments intéressants pour le corps. Donc je vous les conseille en version complète ou demi-complète. Si vous n'avez pas l'habitude, allez-y progressivement. Introduisez-les peu à peu pour vous habituer au goût. Hem, Question d'expérience, dans le temps, nous ne consommions que des pâtes blanches, par exemple, et actuellement, nous n'avons plus que des pâtes complètes. Ça veut dire que dans le temps, quand on mangeait des pâtes blanches, si je ramenais une fois des pâtes complètes, on trouvait ça pas bon du tout, et au fil de l'eau, à force de les introduire peu à peu, on s'y est habitué, et maintenant c'est l'attitude inverse qu'on a, c'est-à-dire que si on a une fois des pâtes blanches dans l'assiette, on trouve qu'elles sont fades par rapport à ce qu'on est habitué de manger, c'est-à-dire nos pâtes complètes. Faites comme vous pouvez, du mieux que vous pouvez, ce sera très bien. Allez-y doucement si vous voulez transiter, hein. Laissez-vous le temps de vous y habituer. Heu, donc au niveau les œufs, la viande, tout ça, évidemment, l'idéal, c'est de les prendre issus d'une agriculture qui est respectueuse de l'animal. Les pauvres poulets qui sont élevés dans des batteries empilées les uns sur les autres, nourris de céréales transgéniques, low cost, évidemment la viande et les œufs seront de moins bonne qualité, ne vous apporteront pas les bonnes briques que le poulet de la ferme qui a pu galoper dehors et manger quelques vers de terre avec la viande, la vache qui a galopé dehors, hein, évidemment. Évidemment, ça a un coût tout ça, j'en suis bien consciente, hein. Au niveau des huiles, les huiles, vous les prenez de préférence vierges, de première pression à froid. Faut pas qu'elles aient été chauffées. On est nouveau sur un problème de dénaturation une fois que ça a été chauffé. Donc je vous conseille, l'olive, le colza, le lin, le chanvre, la cameline, la noix. Variez-les. Ces huiles que je vous conseille là, celles que j'ai citées, elles sont très intéressantes parce qu'elles sont riches et équilibrées au niveau des oméga 3, 6 et 9. Si vous prenez une huile de tournesol, par exemple, elle est désodorisée, mais elle est extrêmement pro-inflammatoire parce qu'elle ne contient pas d'oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Donc une huile de tournesol, par exemple, mettez ça de côté, c'est pas terrible pour le corps. Voilà, donc ces huiles sont en général un peu plus chères aussi. Tout ce que je vous propose, c'est évidemment plus cher, mais en même temps, comme c'est plus nutritif, vous faites des quantités moindres, vous prenez plus plaisir à manger. Il faut s'y adapter peu à peu, hein. Les oléagineux sont très intéressants aussi, noisettes, noix de cajou, les noix de pécan et ainsi de suite, hein. Toutes ces graines sont très intéressantes parce que très riches aussi en nutriments, et notamment c'est à base de ces graines souvent qu'on fait des huiles aussi derrière, donc vous les prenez brutes, hein. C'est bien pour un goûter par exemple, pour remplacer, au lieu de grignoter une cochonnerie, vous faites un fruit et ou une petite poignée d'oléagineux. Les produits faits maison, évidemment, sont toujours meilleurs que les cochonneries que vous achetez en supermarché, industriels ultra transformés. Tournez quand vous les prenez, tournez toujours le paquet et regardez la composition derrière, vous prenez peur. Donc produits faits maison à partir de produits bruts. Et le pain, c'est la même chose que ce que je vous disais avant à propos des céréales. Je préférais un pain complet ou un demi-complet, et toujours idéalement au levain naturel. Alors je sais que c'est assez compliqué à trouver du pain fait au levain naturel. Il y a que quelques boulangeries bien spécialisées qui le proposent. Le tarif est supérieur aussi. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est le faire vous-même. On s'en fait peut-être une montagne de faire son pain maison au levain naturel, mais finalement, nous, on a switché là-dessus. C'est une habitude qu'on s'est pris, et comme maintenant c'est une routine en fait pour nous, ça n'a rien de compliqué. Au contraire, si je le compare à un autre pain, c'est facile parce que le levain naturel, je ne tombe jamais en panne puisque je l'ai toujours dans le frigo. Donc je peux lancer ça quand je veux. Et en plus, le pain au levain, vous n'avez pas besoin de pétrir autant le pain que quand vous utilisez de la levure de boulangerie, parce que le levain fait le boulot tout seul. Il faut juste touiller et être plus patient parce qu'il a besoin de plus de temps pour fermenter. Et au niveau nutritif, le levain naturel est bien meilleur pour votre système digestif qu'un pain à la levure, puisque les levures, risquent, comment dire? Dans votre microbiote intestinal, dans vos intestins, vous avez un microbiote, c'est-à-dire plein de bactéries, de levures et même certains champignons qui cohabitent tous ensemble. En principe, tout se fait de façon
harmonieuse, mais cette flore peut être déséquilibrée, ce qui va faire des troubles du système digestif au niveau des intestins. Et le levain naturel apporte les bonnes levures, les bonnes bactéries à votre système digestif par rapport à de la levure de boulanger qui, bah, c'est de la levure, quoi, hein. Heu, Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un essai. Pas mal de personnes qui ont switché sur du pain complet au levain naturel sentent un mieux-être au niveau de leur confort digestif. Essayez et regardez, si ça vous apporte quelque chose, si ça vous apporte, oui, essayez. Et donc oui, c'est assez compliqué à trouver, hein, je suis d'accord avec ça. Ensuite, au niveau du fromage aussi, je voulais vous donner un conseil à ce niveau-là. Le fromage, on conseille souvent, alors certains disent, pas de laitage machin, ça peut être compliqué quand on est amoureux du fromage, je sais de quoi je parle. Donc ce qu'on conseille à ce moment-là, c'est déjà, si vraiment vous aimez le fromage au lait de vache, si vous aimez votre camembert, préférez-le cru, en version crue, que le lait n'ait pas été pasteurisé derrière. Il est bien plus riche, les nutriments sont plus complets. Mais dans l'absolu, ce qui serait bien, c'est de, transiter peu à peu, bah, s'adapter au niveau du goût, hein, la même chose de nouveau par rapport aux produits complets ou raffinés, heu, de fromage et même de laitage en général, issus de petits animaux, c'est-à-dire les brebis et les chèvres. Quand on est habitué au lait de vache, évidemment, le lait de chèvre derrière, on trouve que ça sent la bestiole. On va pas se mentir, c'est une question de goût. Voilà. Donc, essayez et habituez-vous peu à peu à ces goûts-là, en l'incorporant peu à peu dans l'alimentation. Vous pouvez faire des petites os de chèvre, vous pouvez essayer des petites faisselles de chèvre qui sont pas très fortes en goût, et ainsi de suite. Et les fromages de brebis sont très doux, très crémeux aussi, si vous êtes des amoureux du fromage. Après, je je ne suis pas, dans une vision très stricte, moi personnellement, dans ma vision des choses. Sauf si vous avez une maladie très lourde et handicapante, auquel cas, si vous voulez vraiment taper dans le mille, il faut vraiment, bah, pendant une période, être beaucoup plus strict et drastique sur les mesures alimentaires que vous allez mettre en place. Mais là, c'est vraiment votre cas particulier pour vous apporter un mieux-être, pour qu'on puisse enclencher le processus de régénération du corps. Mais si vous n'avez pas de problème particulier, je ne suis pas vraiment pour l'éviction totale de certains aliments. Il faut être raisonnable, il faut continuer toujours à se faire plaisir dans l'alimentation. Certains naturopathes proposent, une vision de 80 de mon alimentation, bah, je fais gaffe à ce que je me mets dans l'assiette, et 20 qui restent, ben, je me fais plaisir. C'est un peu ça, hein. En gros, on va faire attention à son alimentation. De temps en temps, on est trop speedé, ben, ce sera un peu plus bâclé le repas, tout simplement. On est tous, on peut pas être à 100 de nos performances en permanence, mais ou de temps en temps, on se fait une sortie au resto ou machin, on va manger chez des gens, et ça va pas forcément coller à ce qu'on fait. Mais si la plupart des repas sont raisonnés, réfléchis de telle sorte à ce qu'on apporte les meilleurs nutriments possibles au corps, il y a pas de raison à ce qu'on se prive de certaines choses à côté. Il faut rester, dans l'harmonie, j'ai envie de dire. Oui, justement, dernière, indication au niveau de l'alimentation à privilégier. Si vraiment vous voulez pousser j'ai envie de dire le vice, mais c'est pas un vice. C'est, si vous voulez pousser plus loin, le manger correctement, je vous propose 2 régimes différents. Vous avez le régime méditerranéen qui est très savoureux, riche en goût. On l'appelle aussi le régime crétois. Il apporte vraiment tout ce qu'il faut et plein de saveurs, et il est pas trop, il y a pas trop d'éviction de certains aliments. Vous mangez un peu de tout quand même. C'est très intéressant de regarder soit sur des sites internet qui proposent des recettes, soit de s'acheter, quelques bouquins, hein, qui vous donnent des recettes, et peu à peu de s'en inspirer pour, moduler son alimentation. Pour les gens qui ont des difficultés au niveau de la santé, je peux vous conseiller le régime hypotoxique du docteur Seignalé. Alors celui-là, il est beaucoup plus restrictif
parce que justement, c'est prévu quand on a vraiment des soucis de santé supérieurs, mais ils donnent de très bons résultats. Si vous êtes intéressé, pareil, regardez sur des sites spécialisés, achetez-vous des livres de recettes, parce que comme il y a pas mal d'aliments qui sont évincés de ce régime, ben, si on n'a pas l'habitude de cuisiner autre chose, ça peut être compliqué de savoir quoi mettre dans l'assiette, hein. Ensuite, l'alimentation, donc là, je vais juste faire un petit focus sur ce qu'il faut éviter. C'est des choses, bah, vous le savez très bien en général. C'est pas toujours facile à mettre. Donc là, je vous disais la théorie des 80%, je fais attention, et 20%, ben, on se fait un peu plaisir aussi. Donc les produits industriels ultra transformés, parce que niveau vitalité, c'est zéro pointé, c'est plein d'additifs, il y a trop de sucre, il y a les mauvaises graisses dedans et ainsi de suite. Laissez-les de côté, essayez de faire du fait maison le plus possible. Vous savez d'où viennent les produits, vous savez comment ça a été fait et souvent c'est cuisiné avec amour. Ça va peut-être vous faire rire, mais moi je suis persuadée qu'un plat fait avec amour vous apportera beaucoup plus au niveau énergétique qu'un truc industriel qui a été torché avec des produits low cost de base. C'est clair. Évitez au maximum ou essayez de switcher peu à peu sur des produits plus complets. Donc évitez le pain blanc, la farine blanche, le riz blanc, les pâtes blanches, etc. Le sucre blanc aussi, on peut le rajouter, hein, c'est un produit ultra raffiné, très mauvais. On dit souvent que le sucre blanc alimente l'inflammation, la maladie, le cancer, tout ça. C'est vraiment une cochonnerie, une pure cochonnerie, le sucre blanc. Vous pouvez le remplacer par un sirop d'agave en restant faisant attention. Vous avez le sucre de coco, le miel qui peut être intéressant. Vous pouvez faire mixer des dattes en purée qui sont très sucrantes et ainsi de suite. Il faut aussi s'habituer au niveau du goût, surtout si vous avez l'habitude de manger très sucré, si vous avez ce petit amour pour le sucre qu'on a tous, plus ou moins. Forcément, on aime ce qui est sucré, c'est agréable en bouche, hein. Donc tous ces produits raffinés, je vous conseille donc de les remplacer peu à peu par les produits demi-complets, voire complets. Attention, si vous avez l'habitude de travailler du riz blanc, quand vous prenez du riz complet, il faut le cuire 1 heure. Donc il faut anticiper son repas. On n'a pas préparé son repas en 10 minutes pétantes. Ça marche plus ça. Donc ça demande aussi un peu d'organisation derrière puisque les produits, certains se travaillent un peu différemment, hein. Les huiles raffinées, laissez-les de côté également. C'est une vraie cochonnerie. C'est les huiles pour friture, les machins trans, regardez bien sur les étiquettes, vous les voyez tout de suite. C'est des huiles qui ont été chauffées, qui sont passées aux produits chimiques, ainsi de suite. Leur structure est tellement modifiée qu'en fait, votre corps ne reconnaît plus les molécules et c'est là que les problèmes commencent. C'est une vraie cochonnerie, ça n'a rien à faire dans votre corps et c'est ce qu'on vous fourre partout, dans les produits industriels et ultra transformés. Les desserts aussi qui sont riches en sucre, les pâtisseries, tout ça, allez-y doucement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais allez-y doucement. Mais pain au chocolat tous les jours, c'est pas bon. Déjà, c'est fait avec de la farine blanche, énormément de sucre, c'est fait avec beaucoup de beurre. Hem Voilà, on se fait plaisir de temps en temps, mais on y va mollo, sur le sucre et tout ça. Il faut s'y habituer peu à peu. Si vous avez l'habitude de prendre des goûters sucrés, par exemple, oui, remplacez ça par un fruit, une banane ou peu importe ce que vous aimez comme fruit et puis une poignée, d'oléagineux avec une bonne tisane encore. C'est une question d'habitude, de goût aussi. Si vous avez mangé ça, vous êtes aussi calé que si vous mangez quelques cookies ou je sais pas moi ce que vous pouvez grignoter en sucré, hein. Au niveau de la viande, ouais, les excès de viande, de charcuterie et de fromage, tout ça, il faudrait les consommer, en quantité beaucoup plus raisonnable. C'est des produits qu'on dit acidifiants pour le corps, c'est-à-dire que leur digestion, tout ça, va générer beaucoup d'acide dans le corps. Cette acidité devra être, forcément compensée. Ce qui compense l'acidité, c'est tous nos apports en minéraux, notamment dans les fruits, les légumes et tout ça. Il y a juste que si on compense pas correctement tout ça, ça va être puisé, dans les os, dans les cheveux, dans les dents, tout ça et c'est ce qui fait des problèmes de cheveux qui tombent, de dents fragiles, d'ongles qui sont pas terribles et les os, l'ostéoporose, surtout passé un certain âge, principalement les femmes normalement, surtout avec les hormones qui se régulent différemment. J'ai envie de vous dire allez-y, de façon plus modérée, sur la viande, charcuterie et fromage, un petit peu de temps en temps pour se faire plaisir et des produits de très bonne qualité, hein. Les cuissons à haute température sont totalement déconseillées aussi, tout ce qui est grillade, friture et cetera. Parce que, c'est ce que je vous disais, on passe à haute température, ça dénature les molécules
et du coup, ces molécules, quand vous les ingérez, ne sont plus reconnues par votre corps. Ça fait des soucis au niveau des intestins, hein. Vous avez certainement déjà entendu parler de la porosité intestinale et tout ça, parce que ça irrite l'intestin et ça affole votre système immunitaire aussi, puisque vous avez des molécules qui rentrent dans votre corps, qui, à la limite, n'ont rien à y faire, puisque votre corps ne les reconnaît pas, hein. On dit aussi que ça fait souvent vieillir le corps plus vite, puisque forcément le corps a besoin de lutter contre tout ça, et donc c'est à limiter. Alcool, café, le thé, sont à limiter. Il faut pas les évincer totalement. L'alcool, vous savez très bien qu'on boit un petit verre de temps en temps pour se faire plaisir, mais pas 3 verres par jour. Le café, c'est pareil, on peut boire 1 à 2 tasses de café par jour, d'un bon café bio, moulu maison, enfin voilà, vous pouvez améliorer sa qualité. Évitez de dépasser les 2 tasses parce que vous affolez votre corps avec toute cette caféine. Vous le faites monter en pression, hein, je veux dire, on ressent déjà assez de pression dans notre environnement, il y a pas besoin de le booster encore en plus. Si vous souffrez de fatigue, il y a d'autres solutions, hein, que le café. Après ça peut dépanner aussi. Je prends aussi un café quand je suis fatiguée des fois, hein, je comprends. C'est juste une question de mesure, de pas exagérer. Et de toujours bien vous écouter aussi. Vous le sentez très bien quand vous passez au-dessus des limites de votre corps, vous le sentez. Et le thé, c'est pareil. Le thé, on en dit du bien, mais il faut pas en abuser parce que ça a le même effet que le café, tout simplement. Et souvent, on reproche aussi au thé de faire fuir, de faire moins bien assimiler le fer, par exemple. Donc oui, on peut boire du thé, mais il faut pas boire du thé du matin au soir. On boit 1 ou 2 thés dans la journée, c'est bon, quoi. Et bah, attention aux additifs alimentaires. C'est ce que je vous disais dans les produits industriels, ils vous mettent du E machin truc, du E bidule. Il existe un petit bouquin qui vous parle des additifs alimentaires. C'est un petit livre jaune. J'ai fait un post dessus dans mon fil, Facebook ou Instagram. Si jamais vous avez qu'à fouiller, vous le verrez. Bon, ou sinon vous faites une recherche, Google. C'est un petit livre jaune sur les additifs alimentaires, il coûte pas cher. Vous pouvez fouiller dedans, vous regardez E machin truc et vous prenez peur. Prenez franchement peur. Ou sinon vous faites une recherche dans votre, moteur de recherche, E machin truc. Vous tombez sur des sites qui vous expliquent ça très bien aussi et du coup en général, vous reposez gentiment le produit dans le rayon du supermarché. Au niveau de l'alimentation, ça en fait partie. Je tiens à le souligner, c'est super important, il faut boire suffisamment. Vous buvez parce que de l'eau aussi, je parle d'eau maintenant, hein, pas le thé, le café, tout ça, ça déshydrate. Thé et café déshydratent. Les tisanes aussi peuvent déshydrater parce que certaines plantes sont diurétiques, du coup elles vont éliminer l'eau de votre corps. Faites-y attention. Si vous buvez alcool, café, thé ou tisane diurétique, hein, avec des plantes diurétiques, compensez tout ce que vous avez bu, vous le compensez avec autant de quantité d'eau à côté. Donc, il faut boire suffisamment d'eau dans la journée. On conseille une eau peu minéralisée parce que tout simplement, les minéraux qui sont dans les bouteilles d'eau qu'on achète ou l'eau du robinet, je sais pas où vous habitez. La plupart des villes, je pense que l'eau du robinet n'est pas très consommable pour le corps. Vous avez peut-être des régions où vous êtes favorisé, c'est cool. Ici, vous ouvrez le robinet, vous avez l'impression d'être à la piscine. Donc ça, vous évitez de le boire. Les eaux peu minéralisées, je reviens à mes moutons, oui, donc parce que les minéraux qui sont dans l'eau, c'est des minéraux cailloux, en fait, sous forme, roche, caillou, je sais pas trop comment vous expliquer et ça, c'est pas vraiment assimilable par votre corps en très, très infimes quantités. Les minéraux, vous les absorbez par les plantes. Tout simplement, les plantes boivent cette eau, absorbent ces minéraux sous forme cailloux et les retransforment sous une forme moléculaire qui est bien plus assimilable par votre corps. C'est biodisponible à ce moment-là. Donc une eau peu minéralisée et aussi parce que justement, s'il y a trop de minéraux, ça va encrasser le corps alors que là, le but c'est de nettoyer, hein. Vous buvez pour éliminer, pour faire travailler les reins et travailler sur l'élimination. L'hydratation forcément et l'élimination, hein. Voilà. Vous traînez votre bouteille d'eau, votre petite gourde avec vous toute la journée, puis régulièrement vous pensez à boire, hein. On va passer sur un autre thème maintenant. Bien dans sa tête. Bien dans sa tête, hein, c'est tout ce que je vous disais, le mental, l'émotionnel et le stress. Ça a un rôle absolument capital sur votre santé. Alors d'abord parlons, le mental. Non, je vais d'abord vous parler de l'émotionnel,
puisque ça a plus un lien. Vous le voyez bien quand vous êtes, hem, déprimé peut-être, quand vous êtes en colère, quand vous êtes stressé, si vous mangez à ce moment-là, vous voyez déjà là, vous faites déjà le lien, vous avez l'estomac noué, vous n'allez pas bien digérer, vous allez avoir des indigestions, des remontées acides et ainsi de suite parce que vous êtes contracté et du coup, si vous êtes dans cet état émotionnel, j'ai envie de dire de façon permanente dans un, bah, ça a un rapport avec le stress aussi, les émotions, le stress, un état de colère permanente, un état de stress, une espèce de un stress, chronique constamment parce que vous êtes, sous pression au travail, vous rentrez, vous vous dépêchez, faut faire la maison, les enfants, le truc, le machin, enfin le quotidien de dingue que tout le monde a, quasi tout le temps. Hem Forcément, votre corps tourne en sur-régime en permanence. Vous êtes constamment en train de tirer sur votre système nerveux, ce qu'on dit le sympathique, c'est celui qui vous fait monter en pression. On vous explique souvent le système nerveux, vous avez deux facettes. Le sympathique qui vous fait monter en pression, c'est celui qu'on rapporte à fuir ou combattre en fait. On fait souvent le lien où on nous disait qu'à l'époque, c'était, le mécanisme de protection qu'on avait quand, l'homme, primitif se trouvait confronté à un danger immédiat qui faisait que, ben, un coup de stress, l'organisme s'adapte en quelques secondes, vous avez la bonne sécrétion d'hormones et ça vous fait monter le jus, vous réagissez pile poil à la seconde pour, ben, fuir devant, le tigre à dents de sable, c'est comme ça que ça s'appelle, ces grosses bestioles qui auraient existé, hein, qui voulaient vous bouffer, fuir ou ben, ça je sais pas si ça peut se combattre, mais en fait ça c'est ce qu'on dit le mécanisme, fuir ou combattre, hein. Et à côté de ça, vous avez l'autre système nerveux qui est le parasympathique, c'est celui qui vous apaise. Quand vous êtes bien, quand vous êtes calme, quand vous vous détendez, ben, c'est celui qui il faut être dans le parasympathique quand on veut manger pour que ça se passe bien, quand on veut s'endormir, quand on se repose, on se détend, quand on se sent bien en société, ce genre de choses, on est bien. Et du coup, c'est un équilibre à avoir entre les 2. Je dis pas qu'il ne faut jamais avoir de stress, tout le monde a un coup de stress, c'est ça d'avoir un coup de stress, ça vous met dans l'action, hein, mais après il faut savoir le gérer. Vous avez un coup de stress, mais ensuite ça redescend, vous retombez dans la normalité, tout est calme, machin. Ça devient problématique quand c'est un stress chronique, quand vous avez constamment de la pression et que vous n'arrivez plus à redescendre en pression et à retrouver, votre calme intérieur. Oui, la paix, le calme intérieur. Et donc, à ce niveau-là, au niveau de la naturopathie, nous, ce qu'on peut proposer, c'est ben, tout ce qui est stress, et même pour l'émotionnel, hein. Je vais d'abord parler du stress. Je l'ai fait à l'envers sur cette diapositive, c'est pas grave, hein. Le stress, on propose ben, l'outil le plus simple à mettre en pratique, c'est tout ce qui est exercice de respiration. La respiration profonde abdominale, c'est-à-dire que vous allez respirer pas sur la partie supérieure, mais avec le ventre en bas. Vous remplissez le bas, par le ventre, ouais, le bas du ventre, vous remplissez votre air, vous respirez en bas et ça vous détend, en fait. Quand vous respirez juste la partie supérieure, c'est quand vous êtes stressé et ça active encore le fait de monter en pression et quand vous respirez calmement, tranquillement, des respirations lentes, profondes, abdominales, vous détendez tout votre système. Alors évidemment, respirer 3 fois, ça marche pas, donc on propose des exercices de respiration. Pour les gens qui n'ont pas le temps, la solution la plus simple à mettre en pratique, c'est la cohérence cardiaque. C'est vous la pratiquez dans ce qu'elle est proposée en socle de base, c'est, 5 minutes de pratique 3 fois par jour. Ces 5 minutes, bien pratiquées, en conscience évidemment, hein, c'est pas vite, vite, je fais ma cohérence cardiaque, ça marche pas. Il faut être dans sa bulle pendant ces 5 minutes. Vous pratiquez 5 minutes, les effets se font sentir sur 3 à 4 heures. C'est pour ça, vous les pratiquez le matin, à midi et vers 16 heures encore. Comme ça, à chaque fois, ça stimule votre système nerveux sympathique, celui qui vous fait descendre et vous fait vous sentir bien pendant 3 à 4 heures. Cohérence cardiaque. Vous inspirez sur 5 secondes, respiration abdominale profonde et vous expirez sur 5 secondes. Voilà. 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire.
pendant 5 minutes. Le plus simple, c'est de pratiquer ça avec une application. Vous cherchez sur votre téléphone cohérence cardiaque, vous avez différentes, applications qui le proposent. Moi, j'ai Top Breath, sur, mon téléphone, qui est une application qui fonctionne hors ligne, c'est un truc français aussi, je crois. Mais vous en avez d'autres, ça fonctionne très bien. Vous avez une petite musique, une petite cloche qui vous dit quand respirer, quand c'est fini, ça fait le gong final et voilà. Donc ça, c'est vraiment l'exercice très facile à mettre en pratique dans un quotidien surchargé, la cohérence cardiaque. 5 minutes, 3 fois par jour. 5 minutes pour vous, 3 fois par jour. Cela, vous les trouverez, c'est pour vous, c'est pour votre bien. La cohérence cardiaque, ces bienfaits sont faut ressentir quand on le pratique régulièrement. Donc c'est pas parce que vous l'avez fait une semaine que votre vie va changer, il faut le pratiquer régulièrement. Minimum 3 semaines déjà pour commencer à sentir les bienfaits, 1 mois, 2 mois, 3 fois. On s'en fait une routine qu'on pratique constamment et plus on la pratique dans la durée, plus ces bienfaits se font sentir et s'ancrent profondément dans votre corps. Si vous êtes stressé aussi, vous avez l'olfaction d'huiles essentielles, tout ce qui est petits grains bigarade par exemple, ou la lavande, vous en avez différentes, ça dépend de vous. Vous pouvez respirer certaines huiles essentielles pour vous recentrer en vous-même et vous faire descendre en pression, hein. Il est aussi très important, comme je vous ai dit, de prendre du temps pour vous. À un moment donné, c'est stop, c'est pour moi et dans cette bulle que vous vous accordez la durée voulue que vous voulez, ça peut être 5 minutes, mais de très bonne qualité, ou vous coupez pendant 1 heure, 2 heures de temps en temps, et puis flûte, il n'y a plus rien, c'est juste pour moi. Faites-le. La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc faites-le, prenez ce temps, coupez de temps en temps, mettez-vous dans votre bulle. Vous faites une promenade, vous allez faire du shopping si ça vous fait plaisir. Vous vous mettez dans un bain avec des petits sels, des petites huiles essentielles, la petite bougie, la musique douce. Prenez ce temps pour vous. De temps en temps, il n'y a plus rien qui existe, c'est juste vous et vous faites en sorte de baisser en pression pendant ce temps-là. D'autres personnes sont très réceptives, ben, évidemment au sport aussi, celles qui ont besoin de sortir les choses, ça dépend de la constitution de chacun. Le sport peut être un bon exutoire pour, sortir l'excès de stress, de colère, de tout ça, voilà. C'est propre à chacun, la reconnexion à la nature aussi qui peut apaiser, hein. Au niveau émotionnel, c'est aussi un gros bloc, ça fait partie du stress, hein, tout est lié, on ressent des émotions, parfois négatives. Au niveau de la naturopathie, nous, on peut vous aider avec les fleurs de Bach. C'est donc, des essences, florales, des élixirs de fleurs que le docteur Bach a mis au point et justement, vous en avez toutes un peu plus d'une trentaine, hein, différentes fleurs et ça aide à gérer par vous-même les états émotionnels. C'est un remède qu'on dit vibratoire. On vous fait un petit flacon compte-gouttes ou vous le commandez, on vous conseille, enfin nous on n'a pas le droit de vous le préparer en tant que naturopathe, hein, sinon on est dans l'illégalité. On peut vous le conseiller, on vous donne le site où vous pouvez vous faire préparer ça, des bonnes fleurs de Bach. C'est des petites gouttes que vous prenez, ben, sous la langue, 4 fois par jour. 4 gouttes, 4 fois par jour, c'est facile à faire. Il faut les prendre en conscience et ça vous aide à gérer par vous-même vos émotions. C'est-à-dire que ça n'a pas un effet bœuf comme un petit cachet que le médecin vous ferait avaler, mais petit à petit, au fil des jours et des semaines, vous vous rendrez compte que, oh purée, mais ça va mieux, quoi. Ça a aidé. Et vous l'avez fait vous-même. D'ailleurs, le jour où vous en avez plus besoin, vous allez les oublier tout seul. Vous avez complètement oublié de les prendre. Et ça veut dire, ben, que c'est bon, c'est fait, ça a fonctionné. Ensuite, il existe, si vous avez des problèmes émotionnels plus forts, dus à des chocs, des traumas, ce genre de choses, hein, on vous conseillera d'aller voir des spécialistes, des thérapeutes qui pratiquent l'EMDR. C'est le mouvement des yeux qui va vous aider à, ben, résoudre vos conflits. L'EFT aussi qui marche bien. Vous avez la kinésiologie, on en entend de plus en plus parler, il y a de bons résultats. C'est des thérapeutes qui sont spécialisés et qui vont vous aider. Bon, une séance en général ne suffit pas non plus, mais 2-3 séances, soyez réguliers aussi, donnez-vous, les chances d'y arriver et vous allez réussir à surmonter ces traumas, ces chocs que vous avez pu avoir et à mieux vivre avec en les intégrant dans votre chemin de vie tout simplement. Une, piste très intéressante aussi qu'on exploite notamment en naturopathie, c'est le décodage biologique. C'est-à-dire, suivant les symptômes que vous avez, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai ceci, j'ai cela. On va regarder, suivant différents auteurs aussi, la lecture qu'eux ils en font sur ce qui s'appelle le décodage biologique, c'est-à-dire, d'un point de vue émotionnel, ce que ça pourrait signifier.
J'ai mal ici, ça veut dire que j'ai peut-être eu un blocage par rapport à ceci, à cela, au niveau émotionnel dans ma vie. J'ai mal là, ben, ainsi de suite, à l'intérieur, je ressens que ceci, cela. Ça donne des pistes, ben, pour cogiter, pour avancer, se dire: «Ah bah ouais, ben, là-dessus, il faut peut-être que je travaille». Ça va pas vous donner la solution, mais si vous arrivez déjà à avancer dans votre cheminement, dans la tête, c'est un début de piste que une ficelle sur laquelle vous pouvez tirer et puis petit à petit voir comment vous pouvez gérer ça vous-même, trouver des solutions, faire avancer, voir des thérapeutes s'il le faut pour vous aider. Et donc au niveau mental aussi, le dernier point, hein, qui joue beaucoup dessus, c'est au niveau des croyances limitantes que vous pouvez avoir, qui peuvent aussi avoir un impact sur votre bien-être, sur votre santé. C'est-à-dire les croyances limitantes, c'est ce qu'on vous a rabâché depuis que vous êtes né, ce qu'on vous a mis dans la tête, ce qu'on vous a buriné, comment vous avez été conditionné. Je ne peux pas dire ça autrement, comment vous avez été conditionné depuis que vous êtes né par vos parents, les grands-parents, les instituteurs, le système et ainsi de suite, le patron, parce qu'on doit tous rentrer dans un moule pour être socialement accepté et acceptable et du coup ça cristallise de l'information en nous et ça génère des croyances limitantes. Hem, Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Mais je sais pas si depuis petit un exemple complètement idiot, hein, mais si depuis petit on vous a dit que les femmes, ça doit rester à la maison, s'occuper des enfants, faire le ménage, la bouffe et tutti quanti, bah, vous en tant qu'adulte, si vous êtes un homme, vous trouverez complètement normal que votre compagne, bah, reste à la maison et s'occupe de votre foyer et vous entre ou si vous êtes une femme, vous trouverez normal d'être à la maison, de vous occuper de tout et de faire ceci, cela. C'est un exemple, un peu démodé, vieux, dépassé, mais c'est pour vous juste vous faire comprendre comment on peut être conditionné et que certaines, choses qui se pratiquent, c'est vraiment compliqué parce que c'est tellement ancré en nous qu'on se rend presque pas compte nous-mêmes qu'on est, c'est difficile de mettre le doigt dessus, de se rendre compte et de se remettre en question à ce niveau-là. Mais c'est des croyances limitantes. Il faut se remettre petit à petit en question. C'est vraiment un travail qui se fait sur le long terme où petit à petit on va percuter, on va se dire: «Mais c'est complètement idiot, pourquoi je pense ça?» alors que finalement quand j'y réfléchis, ben non, c'est plutôt comme ça quoi. Il faut avoir l'esprit beaucoup plus ouvert. Un axe de travail pour vous faire avancer dans la tête et ça peut aussi débloquer, ben, des choses dans le corps, forcément, en lien avec le décodage biologique par exemple. Ou avec des traumas ou des machins et aussi l'autocritique, l'autodévalorisation. Alors ça, je vous raconte rien, on est tous en train de se traiter d'idiots, débiles ou machin ce qu'on veut, quand dès qu'on fait la moindre boulette. Faudrait peut-être arrêter et se faire des compliments aussi de temps en temps. Voilà, on a le droit de se féliciter. Il y a probablement personne d'autre qui va le faire pour vous. Alors si vous faites un truc bien, mais félicitez-vous et si vous vous plantez, bah, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, c'est juste de l'expérience qui va vous enrichir. Vous êtes pas débile, vous êtes pas nul, machin, enfin voilà. Je pense que, vous voyez très bien de quoi je parle. Je continue, hein, je suis désolée, cette vidéo est très longue, je vous ai prévenu, hein. J'ai beaucoup de choses à vous transmettre ici, beaucoup de pistes pour que vous puissiez, essayer déjà de mettre des outils en place par vous-même, hein. Donc évidemment, un autre pilier qui est super important, c'est activer son corps, la circulation en fait, toute sa circulation. En fait, déjà vous allez activer, ben, par le mouvement, bah, votre circulation sanguine forcément avec le cœur qui va pomper un peu plus, les muscles vont tout activer, mais aussi votre circulation lymphatique. La circulation sanguine, tout le monde connaît ce que c'est. Lymphatique, c'est un peu moins connu. Le système lymphatique, c'est à la fois, ben, un peu les égouts du corps si on veut, et en même temps, ça a une composante ultra importante dans tout ce qui est système immunitaire. Le système lymphatique, c'est des vaisseaux, des petits canaux, des vaisseaux que vous avez en parallèle de votre système sanguin. Il y a juste que ça fait pas tout un circuit, ça vient des extrémités vers le cœur et une grosse artère, c'est déversé dans le sang à ce niveau-là. Mais tout le long du chemin, quand la lymphe qui circule dans les canaux lymphatiques remonte peu à peu, elle va passer par des nœuds lymphatiques qu'on appelle aussi ganglions. Ça vous dit quelque chose parce que souvent, c'est vrai que quand on est malade, oh, j'ai les ganglions gonflés, mais vous en avez partout dans votre corps. Et donc, la lymphe va passer peu à peu dans ces ganglions qui sont les constituants du système
immunitaire, c'est-à-dire qu'elle va être nettoyée, les trucs, les bactéries vont être tuées dedans, les pathogènes, tout ça, et les cellules défectueuses, tout. Le nettoyage va être fait au niveau de ces ganglions par les cellules de notre corps qui sont prévues pour chasser les pathogènes, pour bouffer ce qui n'a plus lieu d'être dans notre corps. On appelle ça les macrophages, et ainsi de suite, hein, bref. C'est super bien fait, mais c'est très complexe, mais tout est bien fait. Or, ce système lymphatique n'a pas de système de pompe pour revenir. Les vaisseaux sanguins, ils ont des systèmes de clapets, et même les micro-canaux que vous avez sur le bout du doigt qui sont tout fins, ils vont se contracter peu à peu pour faire avancer le sang. Il n'y a pas que le cœur qui pompe, hein, le pauvre, hein, il aurait trop de boulot. Mais il y a des contractions qui se font dans les canaux. Or, le système lymphatique n'a pas ça. La lymphe va uniquement circuler grâce, alors déjà, au mouvement qui se fait au niveau du système sanguin. Quand le sang remonte, ça va faire aussi une espèce de système de pompe pour faire avancer la lymphe qui est juste à côté. Mais principalement, c'est le mouvement qui active le système lymphatique. Il faut bouger. C'est les muscles, quand ils se contractent, quand on bouge, ça active le système lymphatique. Vous avez aussi une autre solution, c'est le drainage lymphatique. C'est les massages bien spécifiques par des personnes qui ont été formées, qui vont activer la lymphe et la faire remonter vers la zone où c'est déversé pour activer tout ça. Puisque comme je vous disais, c'est un peu l'éboueur. C'est pas que l'éboueur, ça a d'autres fonctions aussi, hein. Elle va aussi absorber des nutriments pour aider à les faire circuler, qui sont trop gros pour passer directement dans le sang, et ainsi de suite. Mais ça véhicule beaucoup de crasse qu'il y a dans notre corps et qu'il faut évacuer, hein. Donc c'est super important d'activer tout ça. Et donc c'est pour ça que je vous dis que le mouvement est super important. Alors, si vous aimez oui, les mouvements aussi pour l'élimination, et évidemment la nutrition des cellules, parce que mieux circule votre sang, forcément mieux seront nourries les cellules, surtout celles qui sont sur le bout où ça circule pas toujours très bien, quoi, hein. Faut faire bouger les choses, et du coup les cellules sont mieux nourries parce que mieux irriguées. Donc le mouvement, pour certains, ce sera le sport, tout simplement, c'est ce qu'on conseille de faire, du sport. Après, c'est propre à chacun. Tout le monde n'est pas sportif. Vous pouvez faire des sports à votre niveau. Il y a des sports plus doux, le yoga, la marche, hein, et des sports plus musclés, hein, pour chacun y trouvera son compte, hein, en fonction de ce qu'il aime. Ça a d'autres bienfaits aussi, évidemment, le sport, ça permet de gérer les émotions, le stress, ça je l'avais abordé avant, en long, en large et en travers, hein. Ça renforce le métabolisme, le système immunitaire, ça renforce le système cardiovasculaire, les articulations, évidemment, les microchocs qui font qu'on va se solidifier, hein. Maintenant, le sport, c'est pas une obligation non plus. On peut être simplement actif, une bonne promenade, une marche d'1 heure et demie, hein, ça active aussi les choses. Il faut que ce soit surtout pratiqué régulièrement. C'est ça qui est important. Une fois par mois, ça ne marchera pas, hein. Idéalement, ce serait même de marcher tous les jours si c'est possible. Si vous avez des difficultés, vous connaissez les techniques, hein, c'est augmenter les distances à parcourir. Je vais garer ma voiture beaucoup plus loin, et puis je vais marcher un petit peu, prendre son vélo pour se déplacer pour les petites courses, hein, pour les petites choses qui sont faisables, laisser sa voiture au garage. Et sinon, vous avez aussi le brossage à sec qui peut être un outil intéressant pour activer sa circulation. Vous achetez une petite brosse en poil assez doux, hein, quand même. Faut pas être brutal avec soi-même. C'est des petites brosses spécifiques, hein. Vous en trouvez à tous les prix. Vous trouvez même ça à Action à 2 balles, hein, si vous voulez pas investir. Et le matin, avant quoi que ce soit, vous vous brossez le corps avec des petits mouvements circulaires, en partant des extrémités et en revenant vers le centre, vers le cœur, petit à petit. Ainsi, vous passez tout le corps par des petits mouvements de rond, en brossant, en revenant petit à petit, hein, et on repasse et on repasse. Sinon, si ça vous intéresse la technique, vous verrez, vous trouvez des vidéos, des tutos, des machins, des schémas, c'est très facile, hein. Il faut juste le faire. Vous prenez un quart d'heure le matin, tous les matins, vous faites le brossage à sec. Ça aide aussi beaucoup la peau, puisque ça va éliminer les cellules mortes, hein. Et sinon, autre technique, c'est l'hydrologie que je vous propose, le chaud-froid, alternance chaud-froid, douche chaude, rinçage à l'eau froide, ou un coup chaud, un coup froid, un coup chaud. Ça fait travailler les vaisseaux qui vont se contracter, se dilater, et puis ça active tout aussi, hein. Ça, vous le sentez vous-même, hein, quand vous étiez au froid, et ensuite ça repart, hein, vous sentez que c'est vivifiant, hein. Enfin, pas dernier, non, autre mécanisme ultra, ultra important, on vous burine constamment avec la détox. En fait, c'est ça la détox, c'est le fait
d'éliminer, ben, les déchets de son corps, ce qui n'a plus à y faire, à l'éliminer, le sortir de son corps pour que ça ne l'encrasse pas, que ça ne crée pas de douleur au niveau des articulations ou des problèmes divers au niveau des organes, peu importe. Donc là, dans un premier temps, je vous parle, ben, des différents organes qui s'occupent de l'élimination. En naturopathie, on appelle ça des émonctoires. C'est vraiment pas un très beau mot, on va pas se mentir, hein. Mais en gros, ça regroupe, bah, déjà les reins que vous avez à l'arrière du dos, ben, ça vous le connaissez, hein, ils vont filtrer, bah, par l'eau que vous buvez, vous les nettoyez, c'est ce qui va faire l'urine ensuite que vous allez évacuer, ils filtrent le sang et ainsi de suite, hein. Ensuite, vous avez le foie. Le foie, c'est un organe absolument majeur avec des centaines et des centaines de fonctions. C'est vraiment on dit un organe noble, mais il a une richesse de fonctions incroyable. Mais bon, là, je me concentre juste sur le côté élimination. Il se trouve sur la partie droite de votre corps, en dessous des côtes, à peu près à ce niveau-là, hein, au niveau du bas des côtes, là, à droite. Vous le voyez sur le schéma. Les poumons aussi, bah forcément, vous allez éliminer, bah, le dioxyde de carbone en expirant, et parfois les glaires aussi. Les intestins, c'est dans la continuité du foie parce que le foie, lui, va vous nettoyer le corps, mais il rejette tout. Ça doit passer dans les intestins pour être éliminé par voie. Enfin, vous voyez par où ça sort, hein. Et du coup, bah, les intestins, c'est capital. Il faut qu'ils restent propres et fonctionnels pour éliminer, puisque là, vous avez vraiment une grosse partie de déchets qui sort, hein. Je vous fais pas un dessin, vous comprenez de quoi je parle. La peau aussi est un organe qui aide à éliminer par le sébum, la couche grasse et surtout, ben, la transpiration, hein, on va évacuer des déchets aussi par la peau. Et bah, parfois, quand elle est saturée, ben, vous avez des boutons, hein, ici et là, ou des problèmes de peau. Ben, c'est tout simplement la peau qui essaye d'éliminer les déchets qu'on arrive, que vos organes, le foie, les reins, les intestins n'arrivent pas à éliminer eux-mêmes. Les femmes ont aussi un organe d'élimination supplémentaire tant qu'elles ne sont pas ménopausées, ben, c'est l'utérus avec les règles, hein. Une fois par mois, bah, ça part aussi par là, hein. Donc, allez, on va rentrer en détail, comme ça vous saurez comment les activer chacun. Les intestins, ben, c'est l'élimination majeure. C'est super, super, super important d'aller à la selle. On dit minimum une fois par jour. Alors les puristes vous diront autant d'entrées qu'il doit y avoir de sorties, mais si vous y allez une fois par jour, c'est déjà bien. Il faut éliminer correctement une fois par jour. Donc là, les conseils que je vous donnerai à ce niveau, c'est donc, ben, consommer les fibres. Les fibres, ça fait le ballast dans votre intestin. C'est ce qui va permettre de tout véhiculer pour l'emmener vers la sortie. Les fibres, vous les trouvez dans les fruits, les légumes, forcément, les céréales complètes. C'est de nouveau la petite enveloppe qu'il y a autour, que je vous expliquais, hein. Donc ça, c'est important. Fruits, légumes crus ou cuits, même quand c'est cuit, vous avez encore les fibres dedans aussi, hein. Il faut aussi évidemment boire suffisamment, parce que si vous ne buvez pas suffisamment, l'eau va aller prioritairement dans les autres organes qui ont besoin d'eau et ça ne va pas correctement hydrater. L'eau va être trop récupérée à ce niveau-là, vos selles seront trop sèches et du coup, forcément compliqué à éliminer. Un outil qui est pas très glamour, qui est pas toujours bien vu, je sais pas, c'est les lavements. Les lavements sont un outil absolument fantastique pour éliminer, surtout si vous avez des problèmes de constipation, si c'est parfois compliqué, n'hésitez pas à avoir recours au lavement. C'est une pratique très très saine. Après, évidemment, ça peut rebuter le fait de se mettre une canule dans le fondement, mais voilà, vous y mettez de l'eau tiède ou parfois des tisanes, ce genre de choses. Mais vraiment, ça active et ça vous nettoie correctement l'intestin. D'ailleurs, si on va aller plus loin, on peut faire de l'hydrothérapie du côlon même. C'est-à-dire qu'on va chez un spécialiste qui va vous brancher sur une machine. C'est une session beaucoup plus longue et il faut en faire plusieurs fois d'affilée pour bien nettoyer le côlon en profondeur jusqu'au bout. Et là, ça va être vraiment nettoyé jusqu'au bout. Il va même sortir des plaques qui s'accumulent petit à petit sur les parois et des déchets qui restaient coincés dedans. Du coup, ben, ne voyez pas ça comme un truc dégueulasse, mais vraiment quelque chose qui vous permet d'éliminer des déchets qui restent normalement coincés dans votre intestin et qui vont fermenter dans un coin, qui vont pourrir dans un coin. Ça n'a rien à y faire, il faut que ce soit évacué. Donc, n'ayez pas peur d'avoir recours au lavement.
Prenez un moment où vous êtes tranquille, peinard, évidemment, c'est pas une opération publique non plus, mais n'ayez pas peur de le faire, c'est très facile à mettre en place et ça vous apporte euh, un soulagement, un nettoyage en profondeur de votre intestin. Vous avez soit les petites poires de lavement qui vont juste nettoyer la partie finale où se stockent les selles avant de sortir, c'est ce qui vous donne envie d'aller à la selle. Les petites poires nettoient juste cette partie-là, ce qui peut aider à déboucher en cas de petite constipation, puisque forcément, si ça débouche cette partie-là, ça va faire un effet d'aspiration, le reste, ça va nous permettre de circuler. Si les petites poires de lavement, où on met pas grand-chose, je crois que ça fait 200 millilitres les poires de lavement, c'est juste pour nettoyer vraiment la base du côlon, hein, la partie finale, l'ampoule rectale, ce qu'on appelle, hein, c'est là où se stockent les selles, comme dit, avant d'être évacuées. Et sinon, ben, c'est les gros blocs de lavement que vous pouvez trouver, des poches de lavement, où ben, vous envoyez 1 litre d'eau tiède. De l'eau tiède à température corporelle, ça fait déjà des miracles. C'est tellement simple, de l'eau tiède, 1 litre, vous mettez ça, vous laissez agir un peu, vous videz correctement et ça va entraîner une quantité de déchets incroyables qui seront évacués, vous serez propre, ça peut régler les problèmes de constipation. Et du coup, qui dit intestin propre, dit que derrière, votre corps, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Le foie sera moins encombré, vous aurez moins de problèmes de peau et ainsi de suite. Ça peut vraiment être un outil qui vous apporte du soulagement. Ne vous mettez pas des œillères en vous disant bah, que le lavement, ben non, non, franchement, c'est un outil fantastique, hein. Certaines plantes peuvent vous aider aussi à activer l'intestin. Le psyllium blond, c'est un espèce de plantain d'Inde. Vous mettez les graines dans l'eau, elles gonflent, elles ont une espèce de mucillage gluant qui va s'épaissir, hein. C'est le même principe d'ailleurs que le lin et les graines de chia. Le mucillage va faire un truc un peu gélatineux et quand vous buvez ça, ben, ça fait du ballast dans l'intestin, ça fait glisser les choses, ça aide beaucoup, hein. Les pruneaux, vous connaissez certainement, vous avez d'autres plantes, la bourdaine, la mauve, le patoire d'Avicenne. Attention, après, il faut pas prendre ces plantes-là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut pas habituer vos intestins non plus à tout le temps fonctionner avec des plantes qui soient laxatives et ainsi de suite. Il faut vraiment reprendre son hygiène de vie à la base en modifiant l'alimentation. Si vous modifiez l'alimentation, que vous gérez bien vos émotions, en théorie, derrière, ça devrait s'améliorer peu à peu, hein. Et enfin aussi la respiration profonde dont je vous ai parlé avant aide énormément aussi au niveau des intestins puisque quand vous respirez de façon profonde et abdominale, ça va masser les intestins en douceur et du coup ça fait avancer le matériel qui va peu à peu se diriger vers la sortie. Ça va activer son péristaltisme, c'est-à-dire les contractions que l'intestin a lui-même pour faire avancer le matériel vers la sortie. Le foie ensuite, cet organe absolument fabuleux. On pourrait faire des conférences qui durent des heures juste en parlant simplement du foie. Mais ici, je vous donnerai simplement les conseils. Ça fait déjà un sacré moment que je parle en plus. Alléger ses repas parce que évidemment le foie a un gros travail à faire dans la digestion, dans la sécrétion des sucres, dans le traitement derrière de tout ça, hein. Donc si vous mangez très lourd, tout ça, bah, vous lui compliquez le boulot et donc allégez vos repas, moins de viande et moins de choses grasses par exemple. Ça l'aidera beaucoup. Vous pouvez aussi l'activer avec un truc tout simple, c'est-à-dire vous mettre une bouillotte chaude dessus. Après un repas, par exemple, ou simplement le soir, si vous vous posez tranquillement sur votre canapé à regarder un bouquin ou à regarder un film, hein, je ne sais pas ce que vous faites. Quand vous êtes posé le soir, vous pouvez mettre une bouillotte chaude sur le foie ou peut-être même dans le lit une fois couché. Mettez une bouillotte chaude dessus. Le foie est un organe qui tourne de façon optimale à 41 degrés. Et le fait de le réchauffer, ben, ça va l'activer, ça va lui dilater les petits vaisseaux, il sera dans sa zone de confort, il va travailler beaucoup mieux, hein. Et il existe énormément de plantes qui soutiennent son travail. Les plus connus, ben, romarin, chardon-marie, fumeterre, chrysanthellum, desmodium. Il y en a plein d'autres. Vous trouvez des bourgeons, des complexes, des machins. Il existe plein de choses pour soulager son foie au niveau des plantes. C'est vrai que moi j'aime bien conseiller le romarin parce que c'est une plante qui est super facile à faire pousser chez soi. Ça pousse comme de la mauvaise herbe, vous le mettez dans le jardin, au bout de quelques années, ça vous fait un énorme buisson. Vous pouvez prélever dessus, vous avez ça sous la main et ça coûte rien. Après, comme dit, si vous n'aimez pas, vous avez des gélules de plantes ou d'autres tisanes, des complexes. Vous faites comme vous voulez, hein. Il existe plein de choses. Ensuite, les reins. Donc là, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut boire suffisamment.
eau faiblement minéralisée et vous avez aussi des plantes qui aident, l'orthosiphon, le sureau noir, le pissenlit, le bouleau. Actuellement, à cette saison, vous avez la cure de sève de bouleau qui aide beaucoup à la détox du rein et du foie aussi, ça aide un peu à tout. Ce que j'ai pas dit aussi, ben, pissenlit, ça vous en trouvez en ce moment dans les prés facilement. L'ortie nettoie énormément les reins. Je l'ai pas noté, mais l'ortie, et ça aussi, c'est super facile, soit à trouver dans la nature, dans des coins où les chiens ne lèvent pas la patte dessus, évidemment, ou à la laisser pousser dans un coin de son jardin. Ne l'arrachez pas si elle pousse dans votre jardin. Laissez-la pousser. Vous ferez des petites soupes, des tisanes, des pestos d'ortie. C'est super facile à faire. Vous mixez les jeunes pousses d'ortie, les têtes d'ortie, avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre, des graines de tournesol, des graines de courge. Vous mixez tout ça pour faire votre petit pesto. Et puis voilà, vous l'avez mangé, votre ortie, hein. Elle a été valorisée, ça pousse dans le jardin et ça vous coûte rien si ça vous pousse dans le jardin. Ensuite, bah, les poumons. Comment on active les poumons? Tout simplement bah, avec les exercices respiratoires et avec le sport aussi, ben forcément, parce que là, on va les forcer à travailler un peu plus, hein. Bah, s'ils sont en souffrance, évidemment, vous avez tout ce qui est des tisanes aussi pour aider le système respiratoire, les inhalations et ainsi de suite. Mais là, ce sera plutôt j'ai envie de dire du curatif, hein, si vous toussez, ce genre de choses, hein, pour vous aider. La peau, j'en ai parlé, c'est le brossage à sec pour l'activer et la grande façon de l'activer aussi, bah, c'est la transpiration, hein. Donc hop, séance de sauna, de hammam, prenez du temps pour vous, pour aller transpirer un bon coup, pour faire sortir les cochonneries par la peau. Si vous pouvez pas aller au sauna, vous pouvez faire des bains. J'ai marqué hypertonique. Non, non, c'est des bains hypercaloriques. C'est une faute dans ma présentation. Je suis désolée. C'est pas des bains hypertoniques, c'est des bains hypercaloriques, c'est-à-dire un bain bien chaud, à ce qu'on peut tolérer le plus possible, sans se mettre dans une situation où on est en malaise parce que le bain était trop chaud. Un bain bien chaud qui vous fait transpirer. Et après, si vous avez le courage encore, vous vous emballez dans une couette, une couverture, un peignoir, machin, et vous allez encore transpirer 1 heure sous la couette, hein. Vraiment, c'est l'idée, c'est de faire transpirer. Et donc le sport, forcément, ça fait transpirer aussi. Et ben, dernière source, dernier outil d'évacuation juste réservé aux femmes, hein, je suis désolée messieurs, c'est ben, l'utérus. Et donc par les règles et les pertes qu'on peut avoir à cet endroit-là, c'est aussi des choses que le corps évacue. Donc attention mesdames, déjà votre cycle se passera beaucoup mieux si vous faites attention à votre hygiène de vie durant tout votre cycle. Et en plus, la ménopause se passera mieux aussi si vous aviez eu une hygiène de vie la meilleure possible auparavant. Et après, une fois que vous êtes à la ménopause, ben cette porte de sortie n'existe plus. Donc il faudra activer un peu plus les autres, réadapter son corps à éliminer de façon différente, hein. Alors, soigner le sommeil, bah évidemment, bien dormir, c'est absolument capital. C'est la nuit que votre corps se régénère. Il faudrait dormir, on dit entre 6 et 8 heures de sommeil. C'est propre à chacun. Si vous dormez moins, ben, il y a un souci, ça devrait pas suffire, à part cas très particuliers. Si vous dormez plus, ben, normalement, on dort plus quand on est malade, fatigué, dans des situations particulières, grossesse, machin. Normalement, c'est entre 6 et 8 heures pour être dans les clous, hein. Alors, comment est-ce qu'on soigne son sommeil? Je sais que c'est un sujet très, très compliqué puisque les problèmes de sommeil sont pléthores chez beaucoup de gens. Quelques conseils de base qui peuvent déjà vous aider. Déjà, si vous reprenez votre alimentation en main et vous appliquez les conseils que je vous ai donnés avant, ça devrait, au fil de l'eau, s'améliorer. Vous mangez mieux, vous éliminez plus, forcément le sommeil devrait être de meilleure qualité. Donc, et ce qui veut dire au niveau de l'alimentation qu'il faudrait manger assez léger, ce qui au moins 2 heures avant le coucher pour que quand vous dormiez, votre système digestif n'ait plus ce boulot à faire, surtout qu'il va se mettre en pause aussi lui, le temps que vous dormiez. Ou sinon, ben, vous dormez mal parce qu'il faut encore qu'il digère. Vous avez certainement déjà eu le cas d'avoir un gros repas le soir, un gros repas au resto ou à la maison en famille, et puis bah, la nuit, vas-y pour dormir derrière, hein. C'est mission impossible, hein. Donc voilà, dîner léger, ça, je pense que vous avez déjà fait le rapport avec ça, hein. Ensuite, il est très important de s'exposer suffisamment à la lumière du jour, au soleil. Il faut sortir. C'est pour ça que je vous propose aussi des promenades dehors. Si vous bossez à l'intérieur dans des bureaux fermés, à la pause, sortez, mettez-vous dehors. Mais s'il pleut, tant pis, mais essayez de vous exposer alors derrière la fenêtre
sachant que les fenêtres vont filtrer une partie de la lumière. Donc c'est vraiment l'idéal, c'est dehors directement. Se mettre au soleil. Si on se met au soleil, ça n'a rien de néfaste. Si on y va aux heures, dire, évidemment, il faut éviter de faire la merguez au plein mois de juillet entre midi et 16 heures. Ça, tout le monde le sait. Mais le reste du temps, vous pouvez très bien vous exposer quelque temps au soleil pendant 10 minutes, 20 minutes, ce que votre peau tolère. Vous le voyez très bien quand ça va plus, vous avez la peau qui chauffe et qui rougit. C'est que stop, là maintenant je me mets à l'ombre. Mais aller au soleil, le soleil n'est pas mauvais, au contraire, ça va vous réguler le corps, c'est très important. Pour ceux qui n'ont pas vraiment cette possibilité-là, vous pouvez avoir recours à la luminothérapie, c'est des lampes de lumière qui font de la lumière, qui imitent la lumière du soleil. Vous prenez votre lampe de luminothérapie et pendant votre petit-déj, vous prenez votre petit-déj devant cette lampe. Mais attention, elle crache, hein, c'est vraiment de la lumière et c'est fait exprès pour vraiment montrer à vos yeux que ah, il fait jour maintenant. C'est pour ça que ça se fait le matin au réveil. On s'expose une demi-heure, une heure devant cette lampe de luminothérapie. Pareil dans la luminothérapie le soir. Plus cette lumière vive, mais une lumière rouge pendant une demi-heure. Une lumière rouge pour simuler le coucher du soleil, oui, le soleil, et donc apporter l'information à vos yeux et à votre cerveau que ah ben, le soleil se couche, c'est bientôt dodo. Dans le même ordre d'idée, le soir, mettez plutôt des lumières douces et tamisées. Vous avez des LED où on peut réguler le contraste de couleurs, une lumière indirecte assez douce, des petites bougies. Baissez la luminosité. Ne vous mettez pas sous ces lampes LED qui sont d'un blanc horrible, qui crachent dessus. Non, non, tamisez les lumières, soignez-les. Vraiment, c'est important pour apporter l'information à votre cerveau que c'est le soir et qu'il va falloir aller dormir. Attention aux écrans avant d'aller vous coucher, ça vous le savez très bien. Faites aussi attention à la lumière bleue. Donc des lunettes, si c'est possible, qui filtrent la lumière bleue, ou mettre des écrans de protection directement sur l'ordi, sur la télé. Je ne sais pas si ça existe, ça doit exister peut-être. Mais attention à la lumière bleue. Et donc les écrans, oui, si vous regardez un film d'action juste avant de vous coucher, ça va être compliqué de s'endormir juste après. Ça c'est clair. Hein. Vous pouvez aussi faire attention à consommer suffisamment de magnésium. Ça, j'en ai pas parlé dans le stress, les problèmes de stress et le problème émotionnel. Pensez magnésium, complétez-vous en magnésium. Ne cherchez pas à comprendre, prenez un complexe de magnésium, tout simplement. Et vous verrez, ça aidera aussi à gérer les émotions et à apaiser son stress, parce qu'en plus le stress va tout bouffer, tout ça. Il en faut d'autant plus, et voilà. Donc pensez aussi au magnésium si vous avez des problèmes pour vous endormir et de dormir. Et le tryptophane peut être une bonne solution. Alors vous le trouvez dans l'alimentation, tout ce qui est complet, machin. Les viandes, les œufs, enfin il y a pas mal d'aliments qui en contiennent, sinon vous pouvez en prendre des compléments aussi. Le tryptophane, en fait, c'est le précurseur de la sérotonine, et la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui donne l'impulsion au cerveau pour vous dire faut dormir, et elle vous régénère. C'est des neurotransmetteurs, et comme dit le tryptophane, c'est la brique de base. Donc voir que son alimentation contienne suffisamment, voire avoir recours à des compléments dans un premier temps, le temps de se rééquilibrer. Hein. Je parle de plantes et de compléments. Vous avez des complexes de plantes, passiflore, tilleul, vous en avez plein. Oh, elles me viennent pas en tête. Ouais, le passiflore, Oui, pardon, j'ai dû chercher mes antisèches parce que je revenais plus sur le nom. Le pavot de Californie qu'on peut faire pousser aussi dans son jardin. Donc Passiflora Valeriantiel, je vous en ai parlé. Voilà, vous avez des complexes de plantes qui peuvent aider. Les compléments, on trouve aussi des compléments de mélatonine, sachant qu'en France, la mélatonine est limitée dans les compléments à 1,9 mg, et que si vous allez par exemple aux États-Unis, ça va être dosé à 5 mg, 10 mg, voire beaucoup plus. Donc ça, il faut essayer sur le long terme, voir comment vous réagissez, est-ce qu'il faut doser plus, moins, s'adapter. Il faut toujours bien s'écouter, voir comment ça se passe. Hein. Et le soir, pour vous aider à vous endormir, vous pouvez aussi mettre en place un rituel, par exemple 5 minutes de respiration, d'exercice de respiration, un peu de méditation, si ça vous aide. Certaines personnes, la méditation n'aide pas parce que justement, ça les calme de trop, et enfin, ça marche pas toujours. Trouvez votre truc à vous, faites-vous un petit massage des pieds avec des huiles essentielles, par exemple, qui induisent le sommeil, comme la lavande, ou des huiles essentielles à partir d'agrumes, ça marche bien aussi. Hein. Regardez ce qui peut vous convenir.
Ensuite, je voudrais encore vous parler d'autres pistes qui vous les entendrez pas trop par ailleurs, mais moi je trouve que c'est super important parce que ça fait partie de votre composante, de ce que vous êtes à l'intérieur dans toutes vos dimensions, c'est-à-dire se reconnecter à la nature et à la terre. On est des êtres humains, nous venons d'un milieu naturel, nous appartenons à un milieu naturel. Quand vous êtes en ville, dans des blocs, tout est bétonné avec du goudron machin et qu'il y a très peu de nature, vous n'êtes pas connecté à cette partie qui est tellement importante. Vous n'êtes pas connecté à la terre dans ces conditions. Donc faites ce que vous pouvez pour essayer de vous reconnecter au maximum à la nature et à la terre. On parle souvent de la terre-mère, c'est pas pour rien. Faites des promenades dans la nature. Si vous êtes en ville, allez dans les parcs. Ayez des plantes chez vous tout simplement. Occupez-vous de vos plantes, transportez-les, allez les arroser, chouchoutez vos plantes, parlez-leur. C'est une façon de se reconnecter à ces choses-là. Et je pense que c'est vraiment une composante très importante pour ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Dans le même ordre d'idées, il est très important de s'intéresser à sa spiritualité. Je ne parle pas de spiritualité ici dans le sens où religieux. Chacun a sa religion ou n'en a pas du tout. Chacun a ses croyances ou n'en a pas. Voilà, c'est propre à chacun et c'est ok. Je vous parle de spiritualité dans un sens un peu plus général ici. Qui suis-je vraiment? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Quelle est ma place dans ce monde? Quelle est ma place parmi les autres? C'est des petites questions de base. Quand on commence à s'y intéresser, si on ne s'y est pas intéressé d'abord, ça peut faire des nœuds dans le cerveau, je le comprends bien, mais c'est des questions essentielles qui vous aideront à vous sentir aligné dans ce que vous êtes et vous aideront à vous mettre sur le bon chemin qui est le vôtre. Donc pour moi, ces 2 pistes sont très importantes et je les prends en compte. Voilà, j'ai presque fini de parler. Vous êtes bientôt libérés. Donc, je vous ai parlé, l'importance de l'alimentation, je me suis étalée dessus, mais ça c'est aussi un sujet, on pourrait faire des conférences et des conférences dessus. L'importance du mental, de gérer ses émotions, son stress et tout ça. Activer son corps, sa circulation pour aider à mieux éliminer. L'importance de sortir la cochonnerie de son corps. C'est pas très beau, mais voilà, c'est un peu ça, sortir les déchets, hein, tout simplement. On sort ses poubelles aussi de la maison, on les laisse pas traîner, hein, et de temps en temps on fait le ménage à fond, hein, c'est pareil pour le corps. Soigner son sommeil pour pouvoir donner la possibilité à son corps de se récupérer, de se régénérer, de fonctionner de façon optimale. Et pour moi aussi, la reconnexion à la nature, à la spiritualité, à sa spiritualité, à l'être qu'on est réellement à l'intérieur. Pour ça, en fait, il existe plein d'outils et de techniques en naturopathie. Là, j'ai vraiment balayé large. J'ai envie de dire que je suis allée dans tous les sens pratiquement, mais il faut vraiment adapter ses conseils en fonction de la particularité de chaque personne. C'est le but de la naturopathie et d'une consultation de naturopathie. Là, j'ai vraiment balayé large et je suis restée assez générale dans les conseils. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous et du coup, on peut vraiment creuser à fond dans votre particularité et vraiment adapter les conseils à votre propre personne. Hem, en ce que vous êtes prêt à faire, pas faire, en ce vous croyez pas, ce qui est vraiment bon pour votre constitution parce que chacun a un bagage génétique qui traîne avec lui. Qu'est-ce qu'il en a fait dans son hygiène de vie quotidienne, et dans son mental depuis qu'il est né? Qu'est-ce qu'il veut faire? Vers où il veut aller? Quelles sont ses aspirations? Et ainsi de suite. Tout ça est pris en compte pour vraiment essayer de trouver, ce qui pourrait vous correspondre au mieux. Et c'est des propositions toujours, c'est que des propositions que je vous fais, ça, je n'impose rien, je vous propose et ensuite, c'est à vous de faire, voilà. Vous êtes des grandes personnes, vous savez très bien ce qui est bien, pas bien. Moi, je vous donne juste les outils, les conseils pour que vous puissiez vraiment mettre tout ça en pratique si vous le voulez. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. J'ai été ravie de pouvoir partager tout ça avec vous. Ça fait beaucoup de choses. J'ai vraiment, ce que j'ai dit, j'ai vraiment balayé large. N'hésitez pas à aller sur mon site internet ou m'envoyer un message si vous êtes intéressé. Merci pour tout et à bientôt pour d'autres informations. Je ferai plus court la prochaine fois, c'est promis. À bientôt!